Donc, chers amis, bonjour et bienvenue. Je suis effectivement très excité et très content de faire ce hors-série sur Skinwalker Ranch, comme je l'avais promis. Et il est effectivement vrai que le Skinwalker Ranch est un lieu empreint de récits issus de folklore et des légendes amérindiennes qui suscitent l'intérêt depuis des siècles. Alors, l'objectif de cette histoire secondaire est d'établir des parallèles entre le phénomène désigné sous le terme Missing 411 et le lieu mystérieux ainsi que la série d'événements étranges qui se sont déroulés au sein du Skinwalker Ranch. Alors, on parle d'objets volants non identifiés, des trous de verre, des créatures cryptides, ainsi que des mutilations de bétail et des poltergeists. Finalement, c'est une propriété isolée dans le nord de l'Utah qui a été qualifiée de, entre guillemets, de Disneyland des phénomènes paranormaux et surnaturels. C'est un cas qui a suscité l'intérêt même de certains des sceptiques les plus fervents, des gens qui ne croyaient pas du tout dans tout ce qui est cryptide, dans tout ce qui est ovni et autres, mais manifestement, l'Utah et spécifiquement Skinwalker Ranch était, je veux dire, un épicentre de tout cela. Donc, nous relaterons dans ce hors-série les récits provenant du Skinwalker Ranch, qui a été affirmé notamment que dans sa position géographique dans l'Utah, en particulier le nord de l'Utah et le Winter Basin, c'est-à-dire le bassin d'hiver, constitue l'un des lieux les plus actifs en matière de phénomènes paranormaux et surnaturels au monde. J'ai un ami qui vit à environ à 50-60 km de Skinwalker Ranch. Il me dit que des choses étranges, c'est tous les jours. Des ovnis, c'est quasiment tous les jours. Voir des dogmen, voir des Bigfoot, c'est pas inhabituel. Lui, il était en voiture, il m'a raconté, il était sur son téléphone, il s'arrêtait, sa femme l'avait appelé, il était en train de répondre par message. En tapant le message, il avait laissé ses phares, c'était la nuit. Il relève la tête sur la droite, il voit quelque chose qu'il regarde. C'était un dogman. Il me dit qu'il a balancé son téléphone, il a accéléré. Il a eu tellement peur, c'est fou. Et il regardait derrière, l'animal était sur deux pattes, s'est mis à quatre pattes, s'est mis à courir dans une direction opposée. Donc, les gens observent des lumières non identifiées dans le ciel, des silhouettes humanoïdes étranges, ainsi que des observations de Bigfoot, Dogmen, Mothman, ont été rapportées dans cette région. Cet environnement possède une longue histoire de récits de haute étrangeté qui remonte aux premières installations humaines et qui combine, comme j'ai pu l'esquisser, le paranormal et la technologie avancée en liaison avec les ovnis. En effet, l'Utah est un État finalement qui est assez unique parce c'est un État enclavé situé dans la sous-région des montagnes rocheuses de l'ouest des États-Unis. Il s'agit de l'un des États des quatre coins qui partagent une frontière avec l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Elle partage également des frontières avec le Wyoming au nord-est, l'Idaho au nord et le Nevada à l'ouest. Donc le Nevada, c'est l'État où se trouve Las Vegas et je ne sais pas si vous voyez la carte. Et naturellement, le Nevada donne sur la Californie. En comparaison avec l'ensemble des États et territoires des États-Unis, l'Utah, en fait, la population est relativement mince. On parle de 3 millions d'habitants. Qui se classe au 13e rang en termes de superficie, au 30e rang en ce qui concerne la population, et au 11e rang en ce qui concerne les États les moins densément peuplés. Mais en fait, l'État est depuis longtemps le théâtre de récits et d'observations liés au paranormal et aux ovnis. Les journaux locaux au début du XXe siècle, rapportent déjà des histoires de fantômes, d'apparitions mystérieuses et d'événements inexpliqués, comme des rencontres avec des entités spectrales dans les cimetières ou en pleine nature. Plus récemment, l'Utah est devenu célèbre à travers le monde pour le Skinwalker Ranch, un lieu où se multiplient depuis des décennies le témoignage d'activités paranormales et observations d'ovnis. De nombreux chercheurs scientifiques et enquêteurs se sont penchés sur ces phénomènes grâce à l'acquisition de Robert Bigelow et de la position du NITS pour attirer des chercheurs, attirés par la réputation de la région comme un hotspot du paranormal, pour étudier ces phénomènes. Effectivement, ils ont été largement étudiés, enquêtés et rapportés. Maintenant, on ne sait pas notamment le cœur de ce qui a été rapporté, mais on sait les événements grâce à des témoignages, grâce à des observations, des enregistrements audio et vidéo. Cette réputation s'est renforcée au fil des années, faisant de l'Utah l'un des États américains les
les plus associés aux mystères inexpliqués et aux énigmes extraterrestres. Donc on dit que c'est le hotspot le plus important en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord, le deuxième étant l'Australie dans l'hémisphère sud. Les récits de lumières étranges, d'objets volants non identifiés et d'entités imprécises traversant les paysages désertiques de l'Utah continuent de nourrir aujourd'hui l'imaginaire collectif et la curiosité scientifique, parce que ça continue aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Ça continue depuis des siècles, apparemment. 3 personnes sur 4 dans cette région de l'État ont vécu des expériences hors du commun, et pour de nombreux autres, simplement de passage, il existe une impression tangible que ces routes poussiéreuses et ces paysages désolés recèlent une atmosphère singulière. Une grande partie des activités étranges se concentrent dans le Uinta Basin, comme je le disais, et ses environs. Donc environ jusqu'à peut-être, on va dire 100 km, je pense. Cependant, certains estiment qu'à l'intérieur de ce rayon se trouve un épicentre à partir duquel tous ces événements étranges semblent se manifester. Un magnifique ranch de 480 acres, situé à environ 160 km à l'est de Salt Lake City. Et comme pour toute autre parcelle de terrain, normalement, elle prendrait traditionnellement le nom du propriétaire actuel. Mais cela évolue au fil du temps, il est désormais connu sous ce fameux nom. Et les plus jeunes aujourd'hui considèrent ce ranch comme un point central les plus jeunes chez les Amérindiens considèrent ce ranch comme le point central d'une malédiction qui aurait été infligée par la tribu Navajo, et je vais expliquer pourquoi. Et donc les membres étaient et demeurent encore aujourd'hui interdits de fouler ce territoire car il est considéré comme dangereux, car ils estiment qu'il se trouve sur le terrain du skinwalker. C'est pour ça qu'on appelle le ranch des skinwalkers en réalité, parce que ce serait plusieurs skinwalkers, plusieurs malédictions qui se cumulent à cet endroit. Donc la manière dont nous allons aborder le sujet du skinwalker, ça va être décliné en 3 époques, comme je le disais dans mon épisode 6 de Missing 411. L'ère Sherman, alors c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, je vais essayer de le faire en un épisode, mais ça va être long, peut-être 2. Je suis en train de faire l'enregistrement, donc je vous parle en live, là, je suis pas encore sûr, mais on va voir. L'ère du Needs et de Robert Bigelow, sûrement 2 épisodes, c'est très très dense. Et l'ère Brandon Fugal, je sais pas comment l'aborder parce que je ne la connais pas bien, donc il faut que je l'étudie un petit peu. Donc avant d'aborder l'histoire du Skinwalker Ranch, il est essentiel de contextualiser l'Utah, un État dont le développement a été marqué par la rencontre entre colons mormons, chrétiens traditionnels et population autochtone. Donc la combinaison fait une décharge de violence. Donc lors de la conquête de l'Ouest, les Mormons persécutés dans l'Est, mais quand je dis persécutés, c'est vraiment persécutés, avec des massacres également, ont cherché un lieu pour s'établir et ont choisi l'Utah, qui était vu comme la nouvelle Zion ou la nouvelle Israël par les Mormons. Le leader et prophète des Mormons, Joseph Smith, a été tué par une foule en colère dans l'Illinois, et selon la doctrine mormone, il aurait reçu des révélations divines de la part d'extraterrestres. Mais cette question reste encore sujette à débat et à interprétation. Pour ceux qui veulent se renseigner, je pourrais donner les références de la Bible mormone. Moi, je l'ai ici à la maison pour étude et pour analyse. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner les références. Brigham Young a pris la tête de la communauté et a guidé les Mormons vers l'Utah. Et ils ont fondé Salt Lake City. L'Utah finalement a été admis comme étant en 1896. Alors, l'Utah était admis comme étant en 1896, il y a eu vraiment presque une guerre entre l'État fédéral et les Mormons qui voulaient prendre possession qui voulaient vraiment contrôler l'Utah. Mais l'Utah était une région très importante pour les Indiens et naturellement, l'arrivée des colons mormons a entraîné des tensions avec les populations autochtones, notamment autour de la gestion des terres, naturellement, et des ressources, l'eau notamment. Et des massacres ont eu lieu comme le massacre de Mountain Meadows, et la violence a été vraiment extrême. Quand je dis extrême, c'est extrême. Touchant à la fois les guerriers amérindiens, les femmes, les enfants, massacres systématiques. Il y a même eu c'est pas des rumeurs, maintenant ça a été catalogué comme tel, comme quoi les Mormons se faisaient passer pour des Indiens, attaquaient des gens de l'État ou même de l'armée
pour que l'armée en contrepartie attaque les Indiens et qu'il y ait de plus en plus de massacres d'Indiens. Donc après on a déporté les Indiens et donc ça a donné cela. Donc la violence exercée contre les Amérindiens tant au Canada et aux États-Unis a été si massive qu'aujourd'hui c'est qualifié et naturellement catalogué comme étant un génocide. Okay. Et ce qui s'est passé au Canada, ça se passe les massacres et les exactions contre les enfants au Canada, notamment PEDO, sont extrêmement graves au Canada. Donc, dans la tradition amérindienne, donc certains évoquent l'invocation pour lutter contre cette invasion, ces massacres, ces déportations. Certains, donc les légendes amérindiennes évoquent l'invocation d'esprits ou de créatures surnaturelles pour se défendre et maudire les envahisseurs, donnant naissance à ces légendes comme celle du Skinwalker, Dogman, Mothman, mais également le Wendigo. Donc ces récits, bien que relevant du folklore, témoignent de la profondeur du traumatisme et de la résilience des peuples amérindiens ou Premières Nations face à l'invasion de leurs terres. Donc, histoire de lutter d'une manière ou d'une autre. Passons maintenant à l'histoire. Maintenant, on a donné un contexte. Maintenant, passons à l'histoire. Maintenant, ce qui explique la manière dont on perçoit en fait l'Utah et le Skinwalker Ranch, qui est le résultat de la résilience de la croyance autochtone et amérindienne sur l'utilisation de magie ou de sorcellerie pour invoquer des cryptides ou des êtres paranormaux pour permettre une défense. Ok ? Et donc ça indique, certains utilisent cette explication pour notamment expliquer les activités observées, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est tellement étrange qu'ils ne comprennent pas, vous allez le voir. Le ranch a été détenu pendant une longue période au cours du XXe siècle par une seule famille. C'est monsieur et madame Kenneth Myers. Ils ont possédé le ranch de 1934 à 1994, bien que les 7 dernières années de leur propriété légale du terrain aient été distinctes parce qu'en fait, ils n'y vivaient plus. Okay. Oui, quelque part, ils ont été libérés. En fait, je suis convaincu que des événements ont nécessairement eu lieu. C'est une grande partie de la controverse parce que les Myers n'ont jamais dit ce qui leur est arrivé. Okay. Ils n'ont jamais dit qu'il leur est arrivé quoi que ce soit. Mais il semblerait que des événements étranges en rapport avec leur propriété aient été relatés par des voisins ou des personnes environnantes. Donc, il est semblable que Kenneth soit mort ou soit parti, puis Edith a résidé seule pendant un certain temps dans le ranch, puis elle a quitté les lieux avant de céder la propriété à Terry et Gwen Sherman en 1994. Donc, comme je le disais, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le ranch Skinwalker était la propriété de la famille Myers, qui est demeurée longtemps anonyme dans cette saga mystérieuse. Personne ne voulait parler d'eux parce qu'ils ont voulu rester anonymes. Tout comme vous allez voir, hein, les Sherman, ce n'est pas leur vrai nom. Mais pour des raisons qui demeurent inconnues, ils ont soudainement et de manière inexplicable, les Myers, quitté les lieux en 1987. Mais très rapidement, quand je dirais très rapidement, c'est quand les Sherman vont rentrer, ils vont voir qu'il y a encore plein de choses qui appartiennent aux Myers. Laissant la propriété inoccupée sans surveillance pendant plus de 7 ans. Donc cela a été le cas jusqu'en 1994, date à laquelle le Skinwalker Ranch a été acquis par Terry et Gwen Sherman. Leur nom réel c'est Gorman, et pour des raisons évidentes, pour éviter que les journalistes les harcèlent et autres, ils ont préféré changer de nom. Donc c'est plus les Gorman, c'est Sherman. Dans l'histoire, hein. Mais leur vrai nom c'est Gorman. Accompagnés de 2 de leurs enfants, le couple était convaincu d'avoir déniché la maison de leurs rêves. La propriété était délimitée au nord par une haute crête qui surplombait ces vastes pâturages verdoyants, des forêts sauvages de bois et son ruisseau sinueux au sud. L'ensemble du domaine dégageait une beauté presque paisible qui n'échappait pas à la famille Sherman. Terry était un éleveur de bovins de haut niveau. Il espérait que ce ranch lui offrirait l'espace, l'intimité et la sécurité nécessaires pour faire évoluer ce qui n'était pas seulement son passe-temps, mais également sa source de revenus. Il voulait transformer ça vers un niveau supérieur. Vraiment, il voulait en faire un niveau professionnel, mais de haute qualité. Il avait acquis le ranch à un prix extrêmement avantageux, bien en deçà de sa valeur réelle. Et parce que les Myers étaient tellement
désespéré de s'en débarrasser. Et lorsqu'il a posé sa signature sur les documents, il accepta les actes avec un regard à la fois enthousiaste et incrédule. Ce qu'il tenait désormais dans la paume de sa main était son ambition, ses perspectives, son rêve. Il ne pouvait pas savoir que le terrain qu'il venait d'acquérir allait le mener à sa destruction en réalité. Non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan psychologique, parce que j'expliquerai les effets psychologiques vers la fin. Lors de leur première visite de la propriété, Terry et Gwen avaient constaté que la maison principale était dans un état de délabrement terrible, ce qu'ils avaient bien entendu anticipé, parce que la maison était inoccupée pendant presque 7 ans. Enfin, la propriété, c'était un ranch, avec plusieurs bâtiments. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était le nombre considérable de verrous de sécurité qui sécurisaient le domicile, non seulement sur les portes d'entrée et de sortie, mais également sur les portes intérieures. Donc il y avait des cadenas sur la partie intérieure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas même ouvrir de l'intérieur, on ne pouvait pas ouvrir certaines portes, de manière voulue. Et toutes les fenêtres également avaient des cadenas, des multiples cadenas. Aux entrées, avant et arrière, des chaînes robustes étaient également découvertes, fixées à de grands échelons en métal qui étaient encastrés dans les murs. Il n'était pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que ces chaînes avaient été utilisées pour immobiliser de grands et puissants chiens de garde. Bien que quelque peu troublés par ces particularités, Terry et Gwen les écartèrent, convaincus que le couple de personnes âgées qui possédaient le ranch, avant eux, avaient fait preuve de paranoïa et d'un excès de protection, on va dire. Ils avaient paru quelque peu excentriques et étranges, car dans le contrat immobilier, les Myers avaient inséré un certain nombre de clauses inhabituelles. Alors quand on dit les Myers, je ne sais pas si Kenneth était là, mais peut-être les enfants, ou je ne sais pas. Par exemple, les Sherman, il y avait une clause donc inhabituelle. Par exemple, les Sherman n'étaient pas autorisés à effectuer des travaux de terrassement sur le terrain sans l'approbation préalable de l'ancien propriétaire. Donc ils n'avaient pas le droit de creuser dans le sol. Très étrange. Ces irrégularités ont été négligées par la famille, mais quelque part dans l'esprit de Terry, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui les avait tant effrayés au point d'installer un tel niveau de sécurité en temps voulu. Il comprendrait bien sûr, avec le temps, que cette magnifique étendue de terre idyllique était troublante à bien des égards, et au-delà de la beauté sereine de l'environnement, tout s'accélérerait d'une manière extrêmement rapide. En réalité, l'étrangeté a commencé quasiment immédiatement en fait. Dès le premier jour d'emménagement, la famille Sherman déchargeait un camion devant leur nouvelle résidence lorsqu'ils aperçurent quelque chose de l'autre côté du pâturage. Vers le sud, à mesure qu'ils réduisaient la distance, ils purent constater qu'il s'agissait d'un loup, et d'un gros loup qui se déplaçait avec grâce, on va dire presque avec onctuosité, si je fais référence à un yaourt. Mais c'est exactement ce que j'ai vu en anglais. En anglais, ils disent qu'il se déplaçait avec onctuosité. J'ai trouvé ça tellement drôle, je voulais le répéter. Donc, il se déplaçait avec grâce et onctuosité vers eux. Donc, quand je dis onctuosité, c'est parce que le terme en anglais signifie pas forcément onctuosité. Ça signifie qu'il se déplaçait avec une forme de beauté dans son déplacement. C'est ça que ça veut dire. Et il effectuait, en fait, il se déplaçait vers eux en effectuant une série de virages en S. Donc comme si quelqu'un fait du ski. Vous voyez, quand vous faites du ski, bon, en plus je suis pas très fort en ski, les gens ils se déplacent en S quand ils sont pas très bons, comme moi. Et ben lui il faisait pareil. Cela mit immédiatement Terry en alerte. Et ce n'est pas uniquement la présence du loup qui suscitait son inquiétude. En le comparant à des poteaux de clôture et des buissons éloignés, il était évident que l'animal mesurait au moins 3 fois la taille d'un individu normal. Donc, on pense plutôt à un direwolf. Donc les direwolves, en anglais ça veut dire loup terrible, mais direwolf c'est les loups qu'on a vu dans cette série de la famille avec les dragons, là, je me souviens plus le nom de la série. Mais les direwolves, c'est des loups qui existaient avant l'Antiquité, donc dans la période glaciaire, et c'était des loups qui étaient très forts et très hauts, et donc ils pensent à un direwolf. Cependant, le comportement était étrangement désarmant.
L'animal semblait nonchalant, amical, mais pas du tout agressif. Et puis il ralentissait en s'arrêtant environ 50 mètres. Il renifla en l'air, il observa la famille avec des yeux bleus, perçants, empreints d'intelligence, parce qu'on voyait une intelligence chez l'animal. Il n'est pas totalement surprenant qu'un loup, bien que ses yeux étaient fixés sur eux, poursuive son chemin, mais qu'il parte ailleurs. Mais non, il avançait avec nonchalance vers eux, sans se soucier de rien. Il apparaissait entièrement de couleur fauve. Il remuait la queue en s'approchant, et le père de Terry, le père de Terry, qui était en train d'aider à décharger le camion, a courageusement tendu la main pour caresser la grande bête, et il s'est laissé faire. Il se faisait caresser, toucher les côtes, et tranquille. Hein. Et Sherman Senior mesurait près de 1 mètre, on va dire 80-85. Et bien qu'il fût un homme imposant, sa tête atteignait aisément le sommet de son épaule. Donc, on parle pas d'un loup, là. Un loup, ça ressemble à un gros chien. Les Timberwolves qui vivent en Alaska, ça arrive à la taille. Et c'est un gros loup. Et là, le loup arrivait à l'épaule. Donc, il est rapidement devenu évident que malgré la taille imposante et l'apparence intimidante du loup, celui-ci n'avait aucune intention malveillante. Le reste de la famille se détendit, s'approcha pour saluer leur étrange visiteur, sans pour autant le toucher tout de suite, notamment les plus jeunes enfants et madame. Peut-être s'agissait-il de l'animal de compagnie de quelqu'un, suggéra Terry, en jetant un regard inquiet vers le corral situé environ 21 mètres à sa gauche. Donc le corral, c'est là où les animaux qu'il avait amenés étaient stockés. Donc, en jetant un regard inquiet vers le corral à 21 mètres à sa gauche, comme je le disais, il se demandait s'il était judicieux de déplacer une partie de son troupeau vers le ranch si rapidement. À l'intérieur de l'enclos se trouvaient 4 de ces vaches reproductrices, ainsi qu'un nombre équivalent de veaux. Tous semblaient manifestement préoccupés par la présence du loup, à l'exception d'un jeune veau, curieux qui observait la scène se dérouler en passant, et il passe sa tête entre les barreaux métalliques, pour observer un peu plus près. À peine Terry avait-il pris conscience du danger que le loup avait franchi la courte distance. Il y avait désormais ses puissantes mâchoires fermement enserrées autour de la tête du veau. Il avait attrapé le coup en fait. Le jeune veau bêla et se débattit avec vigueur tandis que le loup tentait de l'extirper de l'enclos. Terry saisit un manche de hache à l'arrière de son camion et se dirigea vers l'animal imposant, frappant ses flancs et donnant des coups de pied à ses membres postérieurs. Cependant, le loup ne prêta aucune attention et refusa de lâcher prise. Il dit à son fils « Amène mon magnum !» Son fils se précipita vers le camion, saisit un magnum 357. Magnum 357, c'est une des armes les plus lourdes, en considérant le Desert Eagle qui est équivalent à peu près. Et donc, il le prit dans la cabine, le remit à son père. Terry tira un coup de feu à bout portant dans l'abdomen du loup, un bruit qui résonna à travers le pâturage des airs, parce que ça fait un bruit incroyable. J'ai entendu des gens tirer avec des Magnum ou avec des Desert Eagle, ça fait énormément de bruit. Et ça n'a eu aucun effet. L'énorme animal ne manifesta aucune réaction. Et il ne tituba même pas, et ne poussa aucun cri. Il n'a même pas bronché. Cela continua simplement à ravager le pauvre veau. Dans son désespoir, de nouveau terrifié, l'arme n'avait néanmoins aucun effet. Après une troisième décharge, il tire une troisième balle. Cependant, le loup relâcha lentement son emprise et recula d'environ 3 mètres. Mais il ne recule pas d'un coup. Pas comme si on lui tire dessus. Il retire comme si quelque chose l'avait effleuré. Terry n'en croyait pas ses yeux. Très peu d'animaux auraient pu survivre à 3 tirs d'un 357 Magnum à bout portant. Cependant, le loup n'était d'une manière ou d'une autre même pas blessé. Il n'y avait aucune trace de sang sur son pelage, ni sur le sol. Finalement, il tira une 4e balle directement au cœur de l'animal qui recula de nouveau. Parce que l'impact était vraiment très puissant, donc l'animal a reculé de 30 pieds. Mais malgré ça, il ne montre aucune agressivité envers Terry. Il y avait quelque chose d'extrêmement troublant dans sa manière dont il se tenait, là, affichant une expression désinvolte. On voyait qu'il regardait que l'animal
regardait à l'éventualité d'attaquer à nouveau le veau, mais il ne regardait absolument pas Terry, aucune agressivité. Terry perçut cela, cria à son fils de se procurer son fusil de calibre 30 dans la maison. Alors un calibre 30, c'est énorme. C'est fait pour tuer des animaux comme des ours. Ce qu'il fit en l'espace de quelques secondes. Le loup demeura parfaitement immobile lorsque Terry visait avec une arme beaucoup plus lourde, et il ressentit presque la compassion pour la pauvre bête, parce qu'il ne voulait pas, au départ, il ne voulait pas lui faire de mal, mais l'animal étant agressif, et il a des animaux, s'il ne tue pas l'animal va revenir pour attaquer les animaux à terme. Donc il tire un coup de feu assourdissant, qui résonne à travers toute la nature sauvage, alors qu'il pressait la détente, et à cet instant, il comprit qu'il avait atteint sa cible. Cependant, au lieu de s'effondrer au sol comme il aurait dû le faire, le loup recula à peine de 2 mètres supplémentaires. Il se mit à regarder Terry, mais il regarde Terry avec étonnement en fait. Et Terry qui devenait de plus en plus inquiet, il se dit mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il a rapidement tiré à nouveau parce qu'il pensait que l'animal allait attaquer. Et cette fois-ci, il a vu qu'en touchant l'animal, un morceau de chair se détacha de l'animal, parce qu'il a tiré à peu près au même endroit où il a tiré la première fois avec le fusil. Cependant, ça n'a pas suffi à l'éteindre. Le loup était toujours debout. Le loup regarde Terry. Il jette un œil, regard pressé sur le veau, parce qu'il est plus intéressé par le veau que par Terry. Et il ne montre aucune agressivité envers les humains qui sont là. Puis il se retourna. Il comprend qu'il ne pourra pas atteindre le veau, parce qu'on va encore lui tirer dessus. Et puis il part en trottant. Mais tranquille, hein. C'est même pas il se met à galoper à fond. Il trotte tranquillement et il repart dans la direction d'où il était venu. Terry est stupéfait. Il est conscient qu'il ne pouvait pas permettre à un grand prédateur de ce type de demeurer sur ces terres. Et il souhaitait, parce qu'il souhaitait élever du bétail. Donc il appelle son fils adolescent et lui dit écoute, il dit à son père également, il dit bon écoute, on va aller le poursuivre. Il faut qu'on l'élimine parce que c'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc ils ont dû longer le mur d'une sorte de mont pendant une demi-heure. Il apercevait le loup par intermittence. Il le voyait pas galoper, hein, mais il trottinait tranquille, doucement, comme s'il venait de finir en promenade, alors qu'il s'est fait tirer dessus 5-6 fois. Il l'apercevait par intermittence alors qu'il se dirigeait vers le sud entre des zones de peupliers. Sous les arbres, les sentiers les conduisirent à travers un bosquet d'oliviers russes, de l'autre côté duquel se trouvait le ruisseau. En émergeant des arbres, ils se retrouvèrent sur une vaste berge de boue. Ils purent clairement apercevoir les empreintes de pattes du loup, parce que les empreintes sont vraiment impressionnantes, et commencèrent immédiatement à les suivre. Mais les traces s'interrompirent brusquement à 40 mètres au bord de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des traces, et d'un coup, il n'y a plus de traces. Alors Terry et son fils sont inquiets tout de suite, ils se disent, est-ce qu'il est là pour nous faire un guet-apens et nous attaquer? Et Terry et son fils n'en croient pas leurs yeux, ils retournent, ils cherchent dans leur périphérie, à 360 degrés, en regardant dans toute la direction s'ils voient l'animal. Il se tenait dans une vaste étendue de boue détrempée. Cependant, le malheureux loup est absolument nulle part. Donc, le loup aurait dû parcourir une distance impossible de 40 à 50, on va dire, plutôt 30 à 40 mètres dans l'une ou l'autre direction, pour ne pas laisser de traces. Comme s'il avait sauté, en fait. Mais là, quand il s'écarte de la zone où ils sont à partir des traces du loup, ils ne retrouvent aucune trace, comme si le loup s'est évaporé. Donc ils sont vraiment interloqués. Ils retournent au domaine, donc au Skinwalker Ranch. Terry eut l'occasion de ramasser le morceau de chair qui s'était détaché du loup. Et il a observé que le morceau de chair, au lieu d'être frais et recouvert de sang, cet objet semblait dégager une odeur de pourriture. Comme si c'était de la matière qui pourrissait. Comme si ça avait été exposé au soleil pendant plusieurs jours. Dans une contemplation silencieuse, il tourna la tête vers le sud et contempla le pâturage s'étendant jusqu'à l'horizon, s'interrogeant sur les événements du jour. Et c'était juste le premier jour.
Bon, les semaines suivantes se déroulèrent de manière relativement ordinaire, à l'exception d'une série d'événements étranges qui commençaient à se produire autour de la propriété, tous visant spécifiquement Gwen. Alors, elle ne fait initialement part d'aucun de ces événements à son époux, mais elle était sincèrement convaincue qu'elle perdait la raison en fait. Elle pensait qu'elle perdait la tête. Par exemple, elle rentre chez elle après avoir fait les courses. Elle déballe les provisions, elle les rangeait, puis quittait la pièce pour s'occuper d'une autre tâche. Quelques instants plus tard, elle regagnait la cuisine et découvrait que les courses avaient été remises dans les sacs, comme si elle ne les avait jamais déballées. Dans d'autres circonstances, elle se rendait à l'étage pour prendre sa douche matinale habituelle, après avoir verrouillé la porte derrière elle. Elle déposait sa serviette et sa brosse à cheveux sur le côté. Lorsqu'elle eut terminé sa douche, elle sortait pour constater que sa serviette et sa brosse à cheveux avaient disparu. Donc, des petites choses comme ça qui rendaient le quotidien assez étrange. Quelques heures plus tard, elle les découvrait les mêmes objets, la serviette et la brosse à cheveux, dans un endroit aléatoire, ailleurs dans la maison, dans un placard, au-dessus d'une armoire, alors que ça n'a rien à voir avec là où elle a pris la douche. Les choses se poursuivirent de cette manière pendant un certain temps et Gwen commençait à éprouver une certaine inquiétude croissante concernant sa mémoire. Elle pensait que c'était elle qui avait un problème, pas l'environnement qui lui jouait des tours en fait. Cependant, le ranch Sherman en particulier est devenu une sorte de lieu de prédilection pour les observations de loups, ainsi que pour des observations Quand je dis de loups, c'est des loups particulièrement étranges. Des loups qui ne ressemblent pas forcément à des loups caractéristiques. Il y en a dans l'Utah qui ont été réintroduits. Bon, j'expliquerai le principe du loup qui a été réintroduit. Mais les loups, ça ressemble à des chiens, quoi. Mais ça ressemble pas à ce qu'ils boivent. En effet, un jour, par exemple, je vous fournirai un seul exemple. Il en existe de nombreux, mais Gwen Sherman, c'est toujours... C'est pas tourné tout de suite vers Terry, c'est plutôt tourné vers Gwen Sherman, l'épouse de Terry. Donc en rentrant chez elle, après sa nouvelle expérience professionnelle au sein d'une banque locale, parce qu'elle travaille maintenant dans une banque locale, où c'est une société de prêts hypothécaires. Donc ils font ce qu'on appelle des mortgages. Ici, en Amérique du Nord, on appelle ça des mortgages, des prêts hypothécaires pour des maisons ou des propriétés. Elle a vécu une rencontre en fait inexplicable alors qu'elle conduisait. En arrivant à la grille, parce que la propriété en fait c'est un ranch, comme dans les idées de ce qu'on se fait d'un ranch. Il y a une grille qu'on ouvre et il y a 1 kilomètre avant d'arriver jusqu'à la propriété. Donc elle s'est arrêtée devant la grille, elle sort de son véhicule. Naturellement c'est ce qu'on ferait quoi. On sort du véhicule, on ouvre la grille, on ouvre le portail. On l'ouvre en grand et après vous prenez votre véhicule, vous passez à travers. Et puis, alors qu'elle est en train alors qu'elle a ouvert la grille, qu'elle a ouvert le portail, elle revient à son véhicule et elle passe son véhicule de l'autre côté de la grille et naturellement vous la refermez. Donc le moment où elle referme le portail derrière elle, alors qu'elle s'apprête à poursuivre son chemin vers son domicile dans le véhicule, elle aperçoit un mouvement dans sa vision périphérique à gauche. Elle dirige son regard vers cet endroit et afin de découvrir ce qu'il s'agit. Un mouvement involontaire de chacun d'entre nous aurait pu être effectué. Ça dépend ce que vous voyez. Elle pousse un cri de peur. En fait, elle constate qu'il y a un immense loup qui se tenait là, la fixant à environ 10 mètres. Et il était immobilisé. Donc il est comme assis, mais le loup est tellement grand qu'il est grand comme un être humain, mais assis. Alors qu'elle s'approche elle s'approche de son véhicule, qu'elle commence à rentrer dans son véhicule, le loup se lève, vient vers le véhicule. Et le loup, il la fixe dans les yeux avec un bleu éclatant, un pelage gris, mais gris clair, comme un animal qu'on voit dans les légendes amérindiennes, en fait, la manière dont on les décrit dans les légendes amérindiennes. Et là, il se tenait à une hauteur prodigieuse. Il est comme debout à 4 pattes, mais il mesure comme 1,50 m à 4 pattes, 1,60 m à 4 pattes.
Et particulièrement élevé, et la partie la plus désagréable, c'est que le loup se rapproche de la voiture, mais tout en la regardant dans les yeux. Et derrière le loup apparaît un autre animal qui semble être une autre créature qui est semblable à un chien, mais Gwen ne définit pas l'animal comme un chien ou un autre loup. Il semble avoir des caractéristiques canines, mais étant d'un noir profond et légèrement plus petit que l'immense loup, sans pour autant déterminer le caractère troublant. Mais celui-là semble maléfique. En fait, celui qui est gris, il semble gentil parce qu'il approche de la voiture, mais il regarde Gwen dans les yeux, mais pas avec malice ou avec l'envie de lui faire du mal. Il est comme curieux, il approche d'elle, il regarde par la fenêtre, il la regarde dans les yeux, mais elle est très choquée. Elle n'est pas choquée par celui-là, elle est choquée par l'autre. L'autre qui est tout noir et qui la regarde avec des yeux jaunes, brillants, et qui la regarde avec on sent une intention de faire du mal. Donc elle n'a pas la crainte de celui qui est à côté de la voiture, parce qu'il n'a pas l'air agressif, il a les yeux bleus, il a un regard, je veux dire, gentil. Et puis, elle a tellement peur du deuxième qu'elle accélère d'un coup, brutalement sur l'accélérateur, pour rentrer jusqu'à chez elle. Et lui, ça fait un demi-mile pour rentrer chez elle, ça fait 700-800 mètres pour arriver devant la maison. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec les loups. Alors, c'est fascinant. Alors, le dernier loup connu qui aurait été observé dans l'Utah a été abattu en 1929. Il convient également de souligner que les événements survenus au Skinwalker Ranch, ce dont je parle là, ce sont des événements qui se sont déroulés avant l'introduction des loups dans le parc de Yellowstone à la fin des années 90. Le parc Yellowstone se trouve dans le Wyoming, qui est frontalier avec l'Utah. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une existence d'un schéma migratoire qui aurait pu donc avoir un loup qui descend du Wyoming jusque dans l'Utah. Alors parce que ce n'est qu'à la fin des années 90, donc 5-6 années après les événements du ranch Sherman, que s'est passée cette situation avec ces loups étranges. Et donc, je pense qu'il y a eu une histoire. C'est mon ami justement qui est dans l'Utah que j'ai appelé pour discuter de la vidéo. Et il m'avait dit que en fait, un des premiers cas où il y a eu un loup qui s'est retrouvé dans l'Utah, il s'est retrouvé à Ogden, qui est une ville pas très loin du Skinwalker Ranch. Et c'est là où a été retrouvé un des premiers loups qui aurait migré du Wyoming. Mais un loup seul, il a peur des humains. Pour qu'il attaque un humain, il y a des conditions particulières. Donc, ce qui se passe dans le ranch des Sherman, c'est très étrange. On ne comprend pas comment il peut y avoir un loup. Donc, ce qui fait dire que c'est une activité plutôt paranormale. Et puis, les loups, en vérité, ce sont des animaux qui sont très territoriaux, donc ils ne s'aventurent généralement pas aussi loin. Donc ils vont pas quitter un environnement qui est le leur pour s'aventurer aussi loin. Ils s'aventurent aussi loin, c'est qu'il y a des raisons. Okay. Et ils se trouvent plutôt dans la région de Vernal, qui n'est pas très éloignée du ranch Skinwalker Ranch. Aujourd'hui, c'est ce que mon ami me disait, c'est que aujourd'hui les loups qui se retrouvent dans l'Utah, ils en voient, mais ils se retrouvent plutôt dans la région de Vernal. Et c'est à 20 ou 30 km de Skinwalker Ranch. Donc imaginez qu'il y ait des loups sur Skinwalker Ranch, c'est un peu étrange. Okay. Donc les autorités tribales avec lesquelles les autorités Navajo ils travaillent pas dans le Skinwalker Ranch, ils ne rentrent pas dans le Skinwalker Ranch. Ils considèrent l'environnement dangereux et maudit. Donc à l'extérieur du ranch, Terry et Gwen sont venus visiter les autorités tribales. Et les autorités tribales, donc amérindiennes, leur ont dit: où est-ce que vous avez vu? C'était sûrement un direwolf. On ne pense pas qu'ils existent encore, mais c'est sûrement ça. Ce que vous avez vu, ce que vous décrivez, c'est sûrement la description d'un direwolf. Maintenant, Terry rentre dans un bar, dans une des villes proches, et il discute avec les gens, et il entend 2 Amérindiens parler, qui ne connaissent pas Terry, mais qui savent qu'il y a maintenant des gens qui vivent dans Skinwalker Ranch.
Et deux Amérindiens font un pari, ils disent ouais, je te parie qu'ils vont pas durer 1 an quoi. Et dit puis il y en a un qui dit avec tout ce qui se passe là-bas, je pense même qu'ils vont pas faire plus de 3 mois. Donc Terry entend qu'il y a des gens qui parient sur le fait qu'ils ne vont pas rester très longtemps. Parce qu'il y a des phénomènes étranges qu'il commence déjà à lui avoir. Donc le premier loup qu'ils avaient aperçu était probablement l'un des plus gros. Le loup du premier jour était probablement parmi les plus grands spécimens de loups jamais observés sur Terre. Celui qui s'empara du veau, en fait. Donc ce loup-là que Gwen avait vu lorsqu'elle était rentrée chez elle était même de taille supérieure. Donc, ça veut dire d'une taille totalement et impossiblement immense. Ce qui ne fait aucun sens. Parce que ça remettrait à considérer que c'était sûrement et naturellement un direwolf. Donc, chers amis, maintenant, on va se concentrer. Je sais qu'on a eu une petite concentration sur Gwen pour montrer un petit peu quels sont les événements qui ont touché l'un et l'autre. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur Terry Sherman. Donc Terry n'était pas non plus à l'abri de phénomènes étranges. Un soir, il est arrivé en exigeant de savoir qui avait pris son outil de poteau de clôture, ce qu'on appelle un post digger. Un post digger, c'est un élément qui permet de faire un trou dans le sol pour mettre un poteau. Et c'est un outil qu'il utilisait pour réparer une clôture dans le pâturage. Il s'était éloigné pendant quelques instants et en se retournant, il s'était aperçu qu'il avait disparu. Alors un post digger, je vais expliquer. C'est pas un petit équipement. C'est un équipement qui est lourd, qui pèse dans les 30 à 40 kilos. C'est pas un équipement qui se lève avec un doigt. Donc il a disparu, il se dit qui prend mon post digger? Mais un post digger c'est lourd. Donc Gwen a donc avec les enfants, ils ont passé la soirée dans la maison, ensuite proposé son assistance pour chercher le post digger. Parce que lui, il était persuadé que Terry, il est persuadé que c'est sûrement ses enfants ou sa femme qui l'ont joué un coup. Et donc ils ont proposé à chercher le post digger. Cependant, il n'était visible nulle part. Quelques semaines plus tard, il sera découvert suspendu à un arbre de l'autre côté du ranch, à 20 mètres du sol. Ce qui est singulier, étant donné que cet équipement pèse plus de 30 kilos. Donc c'est pas un truc qu'on peut prendre jeter en l'air comme ça. Mais ça se retrouve dans un arbre. À ce stade, les Sherman commençaient à soupçonner que quelqu'un ou quelque chose n'est pas tout à fait en ordre concernant la propriété qu'ils avaient acquise. Environ une semaine avant la découverte du post digger, parce que j'ai raconté l'histoire du post digger rapidement parce qu'il me fait rire et parce que en fait, ce que je raconte pas, c'est que Terry, quand il rentre dans la maison, il est vraiment fâché. Il se dit vraiment, c'est comme si quelqu'un avait pris une pince à linge, quoi. Et il dit qui a pris mon post digger? Mais il est vraiment fâché. Et il rentre et il est limite en train de crier sur tout le monde. Mais en réalité, quelque chose a pris le truc et l'a balancé dans un arbre. Mais l'a balancé dans un arbre à 20 mètres de haut. Donc je raconte l'histoire rapidement parce que c'est passé sur plusieurs semaines. Parce que l'histoire m'a beaucoup fait rire en fait. Parce qu'on quand on regarde parce que j'ai les témoignages en fait de Terry, les véritables témoignages de Terry avec ce qu'il dit en fait. Et comment il est fâché, c'est à mourir de rire parce qu'il est limite prêt à insulter tout le monde. Bon, en tout cas, environ une semaine avant la redécouverte du post digger, un neveu à Terry vint leur rendre visite et Terry prit la décision d'emmener le jeune garçon en visite guidée du ranch. Son fils les accompagna également. Il était bien après le coucher du soleil lorsqu'ils prirent la décision de regagner la ferme. À quelques centaines de mètres devant lui, Terry aperçut un faisceau de phares se déplaçant le long d'une clôture lointaine, se trouvant bien à l'intérieur des limites de sa propriété. Il avait déjà perçu des lumières dans le passé, dans sa propriété, la nuit. Il avait supposé qu'une personne avait emprunté un mauvais chemin en direction de l'est. Cependant, les observant à nouveau, il commençait à craindre que ces individus, quels qu'ils soient, chassent sur ces terres sans autorisation. Ou qu'ils viennent traîner ici sans autorisation, comme des jeunes qui viennent traîner dans le coin. Il prit la décision de les affronter et commença immédiatement à se diriger vers eux. Cependant, à mesure qu'il accéléra,
plus il accélérait, parce qu'il était avec son neveu et son fils, qui couraient au fur et à mesure, il courait de plus en plus vite, et plus il s'approchait, plus il voyait les lumières s'éloigner de lui, comme si les gens dans le véhicule voyaient qu'il y a quelqu'un qui se rapprochait. Donc il se dit, mais il se moque de moi, au lieu que je les rejoigne, que je leur parle, ils se moquent de moi et s'éloignent de moi. Donc la marche rapide s'est transformée en course. Et ils sont en train de courir maintenant quasiment à fond. Tandis que les garçons limitaient commençaient à s'interroger sur l'absence de bruit du moteur. Ils disent mais c'est pas possible, la voiture avance mais elle fait aucun bruit. Et quand ils étaient parvenus à environ, je sais pas, on va dire 50-60 mètres du véhicule, la lumière s'est soudainement détachée du sol et s'est élevée au-dessus de quelques cimes d'arbres éloignés. Donc c'était un ovni en fait. C'était un ovni qui était posé, qui s'était élevé au fur et à mesure qu'il se rapprochait. L'ovni s'est levé et s'est envolé. Et Terry et son neveu et son fils s'arrêtèrent d'un coup, brusquement, stupéfaits parce qu'ils venaient d'observer simplement un ovni qui était posé là, qui s'était envolé. Les lumières poursuivirent silencieusement leur trajectoire avant de disparaître de leur vue. Et au cours de l'automne, ces lumières devinrent une occurrence fréquente. Et de manière fréquente, ils voyaient des ovnis qui venaient régulièrement soit s'opposer, soit rester autour de la propriété. Et notamment lorsque Terry commença à transporter ses précieuses bêtes. Il avait ramené des bêtes qu'on appelle des Simmental ou des Angus ou des taureaux Angus vers le ranch. Alors faut expliquer des taureaux Simmental et Angus, ça coûte énormément d'argent. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars par bête. Donc après l'activité en fait autour du ranch commençait à s'intensifier avec l'arrivée de son bétail de haut de gamme. Plus il y avait du bétail de haut de gamme qui arrivait, plus l'activité autour et dans le ranch s'intensifiait. C'est à ce moment-là que les choses vont commencer à vraiment prendre une tournure grave et sérieuse. Alors que les mois d'hiver s'installaient, de violentes tempêtes de neige frappaient la région, parce que dans l'Utah, quand même, il fait froid, hein, c'est quand même proche des montagnes et autres, et donc il fait froid. Et Terry se retrouvait à l'extérieur, à toute heure en réalité, rassemblant le bétail qui s'était égaré trop loin. Puis un soir tardif, il se trouvait à cheval à la recherche de l'une de ses précieuses vaches Angus, qui avait disparu depuis près de 24 heures. Il avait exploré l'ensemble du ranch, à l'exception d'une zone boisée dense située au sud-ouest de la propriété, vers laquelle il se dirigeait présentement. À mesure qu'il se rapprochait du vaste affleurement d'arbres, il éprouva un soulagement en découvrant les empreintes de sabots indiscutables dans la neige épaisse. Donc il se dit, ah bon, c'est bon, je vais retrouver ma vache, mon taureau. Donc il savait désormais qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'il retrouve l'animal. Il marqua une brève pause en réfléchissant aux traces laissées par l'espacement. Il a déterminé qu'elle avait couru à toute allure en entrant. Donc en entrant dans la zone d'arbre. Ce comportement était inhabituel pour une vache ou pour un taureau, en particulier durant une tempête de neige. Parce que la neige les empêche de... C'est plus difficile de courir en faisant à galoper pour un taureau dans un contexte de celui d'une tempête de neige. À moins que celui n'ait fui quelque chose. Bien qu'il fût peu probable qu'un prédateur chasse par de telles conditions météorologiques, ce n'était pas impossible. Mais il ne pouvait apercevoir qu'un seul ensemble de traces. Il a suivi les empreintes de sabots sur une distance de, on va dire, 50 à 70 mètres dans les arbres et a rapidement atteint une vaste clairière. Les traces se prolongeaient au milieu de l'espace dégagé avant de s'interrompre brusquement. La vache était introuvable. Les traces étaient là, mais la vache était introuvable. Comme le loup qu'il avait poursuivi le premier jour, il arrivait là, les traces du loup étaient là, mais les loups avaient disparu. Donc un frisson glacé parcourut son échine, parce qu'il se souvenait de ce qui s'était passé avec les traces et le loup du premier jour, qui avait cessé de manière similaire lorsqu'il avait poursuivi l'animal et l'animal avait disparu ou il avait été
aspiré dans les airs. C'est marrant, ça correspond à toutes les situations de Missing 411. Donc j'en parlerai là, dans l'épisode 7. Il poursuivit ses recherches pendant un certain temps supplémentaire. Cependant, l'espoir commença à s'amenuiser et finalement, il se dirigea de nouveau vers la ferme, le cœur lourd, parce que c'est un animal qui est cher. Il est aussi... Il faut dire une chose, moi c'est quelque chose que je comprends pas dans les ranchs, parce que je connais pas trop la mentalité dans les ranchs, mais Terry chérissait autant sa famille que son bétail. Et la perte d'une seule vache pour lui, ou d'un seul taureau, représentait non simplement une catastrophe financière, parce que ça coûtait très cher, surtout les vaches Angus ou bien l'autre type de vache. Ça représentait une catastrophe financière, comme je le disais, mais c'était aussi une profonde affliction parce qu'il éprouvait un profond sentiment de fierté quant à l'élevage et à l'éducation de chacun de ces animaux. Il connaissait par les noms, il savait les reconnaître, et eux, ils avaient une habitude avec lui. Même les taureaux qui sont quand même des animaux plutôt agressifs, il avait une bonne relation avec ses taureaux. Il n'avait pas de relation conflictuelle avec ses taureaux. Donc au cours de l'hiver, il y a 4 autres de ces précieuses vaches et taureaux qui disparaissent de manière similaire. Terry a commencé à passer de nombreuses nuits à l'extérieur, se dissimulant dans l'ombre et se déplaçant furtivement sur la propriété tel un spectre, dans le but de surprendre celui qui s'appropriait son bétail. Il faut comprendre quelque chose. Pour Terry, les légendes de Skinwalker, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il n'y croit absolument pas. Pour lui, c'est quelqu'un qui se moque de lui. C'est quelqu'un ou quelque chose qui se moque de lui. Il pense vraiment qu'il y a quelqu'un de malhonnête qui se conduit comme ça envers lui parce que quelqu'un veut sa perte. Malheureusement pour lui, quiconque ou quoi que ce soit semblait toujours avoir un temps d'avance. Les orbes de lumière, vous savez, des boules lumineuses, étaient maintenant observées sur ces terres, étaient désormais devenus courants. Mais il ne pouvait les contempler que de loin, jamais de près. Peu importe à quel point il tentait de s'approcher d'eux en toute discrétion, les orbes lumineux ou les boules lumineuses s'éloignaient simplement comme s'ils étaient conscients de sa présence. Quand je parle de boules lumineuses, vous vous souvenez de Tintin et la Castafiore où il y a des boules lumineuses qui sont autour du professeur fou là. Et ça fait penser à ça, c'est des boules lumineuses. On en parle beaucoup, aussi dans certaines situations d'ovnis ou des images dans les champs de blé qui sont réalisées partout dans le monde par des entités. On parle souvent d'orbes lumineux qui sont observés au moment d'apparition des crops. On appelle ça des crops. Donc voilà. Cependant, dans les premières heures d'un matin, après une nouvelle nuit infructueuse, il se dirigea vers le domaine lorsqu'un mouvement dans le champ de sa vision attira soudainement son attention. À sa grande surprise, il aperçut une masse noire flottant au-dessus du sol, à environ 100 mètres à sa gauche, se détachant sur le fond de la neige blanche éclatante. Immédiatement, il s'est accroupi et a observé discrètement l'objet étrange alors qu'il se déplaçait à travers le terrain. À ses yeux, cela ressemblait légèrement à une version plus petite ou au nez retroussé du F-177 Nighthawk. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Nighthawk, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est un avion de la compagnie Lockheed Martin, qui est une version plus récente de l'avion furtif. Cependant, il était question que cela ne pouvait pas être un F-117, car cet objet était totalement silencieux, plus petit naturellement qu'un avion de chasse, évoluant environ à 6 mètres au-dessus du sol, comme s'il défiait la gravité. Une lumière colorée émanant de sa coque, se déplaçant au-dessus de la neige comme si elle cherchait quelque chose. Terry a pu l'observer pendant environ 15 minutes, alors qu'il se dirigeait vers l'ouest avant de faire demi-tour et de se diriger à nouveau vers l'est. Assis immobile dans le froid, les bras de Terry commençaient à s'engourdir lorsqu'il étira ses membres. Ses articulations émettaient des craquements. Dans le silence mortel, le bruit paraissait incroyablement fort, mais en réalité, il était si insignifiant qu'il n'aura pas pu être perçu par quiconque se trouvant à plus de 2 mètres. Néanmoins, les lumières de cet engin mystérieux s'éteignirent soudainement,
Il s'est ensuite arrêté et s'est tourné dans sa direction à lui. Pendant quelques instants tendus, le cœur de Terry battait la chamade dans sa poitrine alors que l'objet semblait le fixer intensément. Cependant, à son grand soulagement, il s'est dirigé et a silencieusement dérivé vers le nord, hors de sa vue. Durant la nouvelle année, alors que des pluies printanières commençaient à s'abattre sur le ranch, la famille perdait encore davantage de bétail. Alors ça devenait vraiment catastrophique. Cependant, ils ont commencé au lieu de disparaître, ils ont commencé à réapparaître sans vie, sans cause apparente, et d'autres fois de manière largement mutilée. Donc on parle de mutilation d'animaux maintenant. La nature de ces mutilations était singulière. D'importantes portions de chair et de peau avaient été prélevées sur les animaux, cependant aucun sang n'était présent. Les blessures semblaient avoir été infligées avec des instruments de précision, révélant une qualité presque chirurgicale, plutôt qu'une déchirure sauvage, caractéristique des prédateurs. Les Sharman commençaient à ressentir le stress engendré par ces pertes tout au long de l'année 1995. L'activité étrange ne fit que s'intensifier. Des événements se sont déroulés qui étaient véritablement hors du commun. Les lumières apparaissaient au-dessus du ranch, presque chaque nuit. Une activité de poltergeist plus intense a été observée dans la maison. Des entités dépourvues de caractéristiques ont commencé à se manifester, observant à travers les fenêtres, et par la suite pénétrant même dans la maison pour se tenir au pied du lit. Des sons étranges émanaient du sol, presque comme si des machines ou des chemins de fer fonctionnaient sous leurs pieds, et leurs voisins en étaient également témoins. S'ils parlent avec leurs voisins, ils disent mais c'est pas possible, j'entends des bruits la nuit, je vois des entités, il dit moi je vois pareil. Son voisin lui disait c'est fou, cet environnement mais c'est fou. Ils ont également entendu des voix désincarnées s'exprimant dans des langues étranges provenant du ciel. Quand je dis du ciel, en fait, c'est au-dessus de sa tête, en fait. Quand je dis du ciel, parce que en anglais ils disent from the sky, mais c'est pas from the sky, parce que des fois Terry, il a eu des occasions pendant où Terry a perçu des bruits provenant d'un des hangars désaffectés, parce qu'il y a c'est un ranch avec plusieurs types de bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont désaffectés. Il a observé des émanations de lumière provenant d'un endroit. Il prit la décision de se rendre sur place afin de procéder à une inspection. Comme je le dis, en fait, Terry, il n'a pas peur. Lui, il pense qu'il y a quelqu'un qui se moque de lui. Il veut prouver qu'il y a quelqu'un qui se moque de lui. Okay? Et il est certain que quelqu'un se moque de lui. Il fait tout ça derrière son dos pour le ruiner. Et à sa grande surprise, il va inspecter le bâtiment. Il ne trouve absolument rien. Cependant, il commence à percevoir des voix s'élevant au-dessus de sa tête, dans une langue qu'il ne parvient pas à comprendre, semblant provenir de l'espace au-dessus, juste au-dessus de sa tête en fait, c'est vraiment à 1 mètre au-dessus de lui, il entend des voix. Comme si des personnes étaient présentes, mais invisibles. Furieux et perplexe, il s'écria « mais leave me the fuck alone! Please, leave me alone !» Donc, purée, mais laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Et en criant comme ça, les voix commencèrent à se moquer de son agitation. Il entend des rires. Comme si on se moque de lui, mais ouvertement. Comme si des entités sont là. C'est comme si, en fait, il y a un passage interdimensionnel qui est là. Des gens savent que Terry est de l'autre côté, mais ils se moquent de lui. Et il parle dans une langue que lui ne comprend pas. Il dit que c'est une langue qui ne semble pas terrienne, parce qu'il dit que il saurait reconnaître si c'était du français, de l'italien ou une autre langue, mais il dit que c'est pas une langue qui correspond à quelque chose d'humain. Et comme il pense que quelqu'un se moque de lui, il crie, et en criant, on se moque de lui. Et donc là, c'est comme quand il est dans cet état-là, dans les témoignages que j'ai, il dit que quand il rentre chez lui, il a pas peur. Il est énervé. Il est vraiment énervé. Donc, un matin, Terry se réveilla pour découvrir d'énormes trous en forme d'emporte-pièce creusés sur son terrain sans qu'aucune accumulation de terre ne soit visible à proximité. Donc, vous savez, quand vous prenez une pelle, vous creusez, il y a forcément un amas de terre qui va se faire à côté du trou que vous faites. Mais là, il n'y a rien. La terre qui est servie à faire le trou n'est pas visible. Donc, d'une manière ou d'une autre, des centaines de kilos de terre avaient été discrètement évacués de sa propriété au cœur de la nuit.
De plus, des créatures étranges ont été aperçues, parcourant le territoire, allant d'humanoïdes ressemblant à des Bigfoot, à des hybrides canins-hyènes dotés de griffes acérées, dont des dogmen, susceptibles d'attaquer le bétail. Donc des fois, il existait une entité visible qui était fréquemment constatée, non pas l'être en lui-même, mais les effets de sa présence. Donc il y a des entités qui sont là, dont on sent la présence, on ne les voit pas, on sent leur présence, et le bétail se déplacerait et s'écarterait comme si une entité imposante et invisible traversait le milieu du troupeau. L'eau dans le canal serait déplacée comme si de grands pieds invisibles piétinaient à travers elle. Une autre créature de taille de taille réduite, a été observée, semblant être dissimulée par un dispositif de camouflage, à l'instar de l'entité extraterrestre du film Predator. Et il voit cette créature qu'il l'observe, le regarde, ne l'attaque pas, hein. Physiquement il est jamais attaqué, mais une créature qui l'observe, qui se met proche d'un arbre ou qui se met dans un arbre, qui l'observe, et après la créature, type Predator, s'en va. C'est hallucinant. Alors maintenant, il y a des lumières oranges stationnaires qui ont été observées dans le ciel, se distinguant des autres. Terry observait fréquemment des mouvements au loin. La première fois qu'il observe l'une de ces anomalies de lumière orange, donc des boules oranges, il se trouve assis sur son porche lors d'une douce soirée d'été, lorsque quelque chose apparut soudainement dans le ciel et environ on va dire 500 mètres de sa position, il voit ces lueurs. Donc il avait procédé au nettoyage de son fusil plus tôt dans la journée, et une lunette de haute puissance se trouvait à proximité. Il prend la lunette qu'il mettait sur son fusil pour observer au loin, et ensuite procéder à l'observation de l'objet à travers la lunette télescopique. Et ce qu'il aperçut le laissa là, la bouche grande ouverte. L'objet orange ressemblait à une sorte de portail, et au centre de celui-ci, on pouvait apercevoir une ouverture, comme un portail interdimensionnel. De l'autre côté de cette ouverture se trouvait un ciel bleu. Bien que le soleil se fût déjà couché depuis longtemps, dans son esprit, cela apparaissait comme une sorte d'accès vers un autre lieu. Donc un portail interdimensionnel. Ces anomalies sont devenues une occurrence fréquente au-dessus du ranch. Et Terry décrit par la suite avoir observé des engins de forme étrange entrant et sortant de ces ouvertures à plusieurs reprises. Donc on voit des ovnis qui passent et qui rentrent de ces ouvertures. Et à chaque fois qu'il essaie de se rapprocher, ces ouvertures s'éloignent, ne restent pas proches de lui. Donc il ne peut observer que vraiment à distance. Et il n'est pas le seul à observer, hein. Les voisins observent, sa femme observe, ses enfants observent, et ses enfants sont vraiment terrifiés. Les enfants sont terrifiés. Et parmi les phénomènes les plus troublants, les orbes lumineux, vous savez, les boules lumineuses, se distinguent par leur rareté par rapport aux lumières ou aux portails. Cependant, lorsqu'ils se manifestaient, leur présence était indéniablement plus marquée, se déplaçant rapidement à travers les arbres environnants et perturbant le bétail. Ces orbes lumineuses, principalement de la taille d'une balle de tennis et revêtant une couleur rouge champ, bien que de temps en temps des exemplaires plus grands de couleur bleue apparaissaient. Et cela constituait de mauvaises nouvelles. Surnommés les Blue Minis. Alors, le Blue Mini, c'est comme une expression mini, quelqu'un qui est mean, quelqu'un qui est méchant. Okay, quelqu'un qui est mean, quelqu'un qui est méchant, comme un bully. Un bully à l'école, c'est méchant, c'est une personne qui est méchante, qui fait du mal aux autres. Et Blue Mini, ça veut dire les petites méchantes bleues. Donc ces orbes étaient d'une manière ou d'une autre capables d'inculquer une peur intense à ceux qui s'en approchaient, trop près. Il se pourrait qu'un certain signal vibratoire, lorsqu'ils émettaient, ait suscité une anxiété extrême. Terry et Gwen n'étaient jamais tout à fait certains, mais ils redoutaient les orbes bleus plus que toutes les autres. Ils n'avaient pas peur de se rapprocher des orbes rouges, oranges, lorsqu'elles étaient sur le ranch. Mais ils avaient vraiment peur des orbes bleus. Un soir, Terry se trouvait à nouveau sur son porche,
observant les lumières illuminant sa propriété. Maintenant, il était habitué. Hein. Pour lui, c'était pas surprenant de voir des orbes, de voir des portails interdimensionnels, de voir des appareils entrer et sortir. Je vous laisse imaginer psychologiquement comment ça peut jouer sur quelqu'un. Vous êtes quelque part, vous observez tout ça. Vous observez des Bigfoot, il y a des Dogmen, et c'est hallucinant comment ça peut jouer dans la psychologie de quelqu'un. Et les enfants sont terrifiés. Donc comme il en avait l'habitude de voir ces orbes lumineux, d'un coup il aperçut une lueur bleue inquiétante émanant de la lisière des arbres devant lui. Donc il y a une lisière d'arbres pas très loin de lui, à peut-être 400-500 mètres. Donc il se mit immédiatement en alerte lorsqu'une des orbes bleues émergea du fourré et s'avança lentement vers lui. Trois de ses meilleurs chiens de chasse étaient assis à ses côtés lorsqu'ils aperçurent l'orbe bleue qui se rapprochait de Terry. Ils commencèrent à grogner et à aboyer instinctivement sans même y réfléchir. Terry les a relâchés lorsqu'ils ont entrepris de poursuivre l'orbe bleu jusqu'aux arbres. Quelles que soient les craintes qu'ils étaient en mesure de susciter chez les êtres humains, que sa femme, donc Gwen, et eux-mêmes, ou même les enfants, quand ils voyaient les orbes bleus, ils étaient terrifiés. Mais la même appréhension ne touchait pas les animaux, ça n'avait aucun impact sur les chiens. Et Terry éprouva un regain d'optimisme en réalisant qu'une petite victoire avait été remportée. Donc en approchant, les chiens faisaient fuir l'orbe bleu. Cependant, tout à coup, des profondeurs de l'obscurité émergèrent 3 cris aigus, suivis de plaintes d'un animal blessé. Il attendit pendant plusieurs heures, mais ces chiens ne revinrent jamais. Les 3 chiens ne revinrent pas. Et lui, il était trop effrayé pour s'aventurer à l'extérieur et rentrer là où se trouvaient les arbres, à leur recherche. Mais le matin suivant, lui et son fils se rendirent à la recherche des bosquets d'arbres où ils avaient vu les chiens pénétrer. La dernière fois qu'ils les avaient aperçus rentrer pour suivre les orbes bleus. Au sol, ils découvraient 3 tas de chair carbonisée. Alors c'est pas vraiment ça, c'est il a aperçu de la chair empilée. Mais il a empilé comme si ça avait fondu. De la chair fondue dégoulinante. Fumant dans l'air frais du matin. Parce que ça avait chauffé comme si l'orbe bleue avait fait chauffer les chiens et l'avait réduit à une pile de chair fumante. C'était tout ce qu'il restait de ces chiens. Ça, voilà, ce qui arrivait à ces chiens-là, c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de la famille Sherman. Ils avaient enduré bien davantage de ce qu'ils pouvaient supporter physiquement au cours des 2 dernières années. Donc ça faisait 2 ans que tout ça là, c'était 2 ans. Donc je réduis, hein, il y a plus de détails, mais je réduis parce que sinon j'en aurais pour... je ferai une vidéo de 3 heures. Franchement, la situation devient intenable pour eux. C'est vraiment... c'est plus possible, quoi. Mais moi, je vous laisse imaginer, hein, mais c'est juste plus possible. Ils ne parviennent plus à dormir. Ils n'arrivent plus à trouver le sommeil. Les enfants, à l'école, c'est une catastrophe scolaire. Ils n'y arrivent plus. Gwen a perdu son emploi dans la banque de la ville où elle travaillait, où elle faisait des prêts hypothécaires, des mortgages. Parce qu'elle est tout le temps absente, il y avait tout le temps des problèmes, les enfants qui ont peur, les enfants qui rentrent de l'école, ils sont apeurés, des problèmes avec Terry, donc elle aide Terry dans le ranch et finalement elle est très souvent absente, donc elle perd son emploi. Et l'ensemble de la famille a commencé à dormir dans la même chambre en raison des phénomènes étranges qui pénétraient désormais régulièrement dans leur foyer. Donc des ombres noires, des perturbations type fantomatiques qui sont dans la maison. Donc et tout ça au cours de la nuit, ils peuvent plus dormir, sont terrifiés. De surcroît, ils avaient perdu près de 14 têtes de bétail ainsi que des animaux de compagnie. Ils se trouvaient désormais au bord de la faillite. Donc financièrement, physiquement, psychologiquement, ce n'était plus possible.
Et en observant ces chiens vaporisés, il devenait désormais évident à quel point ils étaient en danger en fait. Maintenant, il commence à se dire si ça s'attaque aux chiens, parce que jusqu'à présent c'était le bétail, mais jamais les chiens, jamais les hommes, mais il dit franchement, ça va finir par nous attaquer. Et Terry avait antérieurement pris contact avec un journal local concernant les activités étranges se déroulant sur son ranch. Il avait fait plusieurs émissions. Et bien que Randy, donc le journaliste en question, avait tourné ça en dérision, l'histoire avait été reprise par d'autres publications. Et il y avait eu notamment cette émission très connue aux États-Unis qui s'appelle Coast to Coast AM, qui est une émission de radio qui passe tous les soirs, moi auquel je suis abonné d'ailleurs, qui est une émission, c'est l'émission de radio la plus écoutée aux États-Unis. Okay. Et tout le monde écoute, les gens les camionneurs, les gens parce que les États-Unis c'est grand, donc les gens qui voyagent de nuit, ils écoutent tous Coast to Coast AM. Et moi, quand j'étais à l'université aux États-Unis, tous les soirs, j'écoutais Coast to Coast AM. Et c'était la nuit, et c'est que des histoires type comme ça. Et donc, comme Coast to Coast AM est très connu, il est passé dans le journal local également. Par un heureux hasard, cela attire l'attention d'un milliardaire, Robert Bigelow. Un homme d'affaires milliardaire qui avait récemment investi une somme considérable dans la constitution d'une équipe scientifique dont l'objectif était d'examiner des événements de haute étrangeté. Donc tout ce qui était très étrange, ils observaient ça, mais il avait créé donc NEEDS, en collaboration avec le gouvernement. Donc Robert Bigelow, c'est pas un private investigator, c'est pas un détective privé, hein. Il travaille avec le gouvernement. Donc il rencontre les chamans, et les chamans lui disent mais c'est pas possible, nous on n'en peut plus. Donc il dit écoutez, je suis prêt à acquérir le ranch, je suis prêt à acheter le ranch à un prix qui va vous dédommager à la fois de l'acquisition du ranch, mais du bétail que vous avez perdu et de vous renflouer financièrement. Donc il leur fait une belle offre. Les chamans disent qu'ils sont très contents d'accepter l'offre parce qu'elle est très respectueuse, et en considérant les pertes qu'ils ont eues, ils renflouent en plus tout ce qu'ils ont perdu financièrement. Et en juillet 1996, Terry et sa famille ont quitté les lieux. Donc l'équipe de Robert Bigelow, l'Institut national pour la science et de la découverte, donc NEEDS, était prête à intervenir d'ici septembre de la même année. Ils vont y rester en réalité au ranch pendant près de 10 ans. Étudiant en profondeur diverses occurrences de phénomènes étranges, ils auraient leur propre récit à partager, ce qu'on va voir dans l'ère NEEDS et Robert Bigelow. Ce qu'ils ont rencontré là-bas, les équipes de NEEDS, serait tout aussi captivant et profondément terrifiant de ce que la famille avait vécu. Pour le moins, notamment, tout ce qui avait tourmenté ce qui avait tourmenté les Sherman au cours des 2 dernières années s'apprêtait à recevoir une attention indésirable. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. En fait, c'est un phénomène intelligent. C'est-à-dire que quand NEEDS va arriver, l'intensité des événements étranges va diminuer grandement. Et ça va réaccélérer à des moments où NEEDS est moins équipé. Mais je vais expliquer tout ça dans la prochaine partie. Et les Sherman vont rester... Terry va rester un peu plus longtemps avec NEEDS. Il va continuer ses activités de ranch pendant un temps, alors que NEEDS est là. Parce qu'il se dit, je vais peut-être pouvoir continuer, parce que Robert Bigelow lui a proposé ça, s'il voulait continuer son activité de ranch, et il sera en sécurité, parce que NEEDS serait là avec des équipes de sécurité, des équipes armées et tout, et comme ça, il ne risquerait pas sa vie, parce que ce qui arrive à ses chiens pouvait un jour lui arriver. Donc, pour éviter ça, NEEDS lui dit, écoute, on va être là, et tu pourras continuer tes activités de ranch pendant un temps. Donc, ce phénomène qui est intelligent finalement, parce qu'il sait ce qu'il fait, il va s'apprêter à se retrouver face à face à une équipe d'enquêteurs intrépides, intelligents, préparés, parfaitement équipés et bien financés, qui étaient pleinement conscients de la présence de ce phénomène. Donc maintenant, le chasseur était sur le point de devenir une proie. Donc le phénomène va se retrouver, va ne plus être chasseur, il va être chassé. Et ça va être fascinant.